Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode, techniquement troisième épisode d'Au coin du feu, ce podcast dédié à l'étrange, à la peur, à l'épouvante, à l'horreur et tout le reste. Alors, cette semaine, j'ai préféré... je voulais faire un épisode spécial et puis finalement je me suis dit que ça serait mieux de commencer simplement par mes plus grandes peurs. Je ne parle pas de mes phobies, je parle des plus grands moments de peur que j'ai eu dans ma vie. Évidemment, je vais essayer de faire une sélection et de vous les mettre un petit peu en scène pour vous faire vivre un petit peu ces peurs avec moi. Et bien évidemment, certaines sont absolument ridicules et d'autres un petit peu moins, vous verrez. Elles sont très variées. Et voilà, certaines sont très courtes, d'autres un petit peu plus longues, vous verrez ça tout au long. Mais surtout, avant même de commencer, je vous invite, bien évidemment, dans les commentaires, ou sur Twitter, mais dans les commentaires ça serait un petit peu mieux, ça permettrait de faire vivre ces 10 commentaires, de mettre, si vous le souhaitez, votre ou vos plus grandes peurs, vos plus grands moments de peur. Et je souhaite partager ça avec vous, en fait, tout simplement parce que je pense que ça nous met sur un pied d'égalité et que ça donne un petit peu une idée de ce qui me fait peur, une idée du genre de choses qui peuvent m'effrayer. Et comme ça, peut-être que vous verrez que vous, ces moments de peur ne vous auraient absolument pas fait peur ou vous auraient terrifié. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de partager, je pense. C'est aussi le but de ce podcast. Donc, je vais commencer par deux petites histoires assez similaires. Ce sont des moments que vous avez peut-être déjà vécu. Ce premier moment, c'était lors d'un tournage. J'allais en fait tourner un court-métrage sur le jeu Slender. Donc vous connaissez certainement Slenderman. Et il y a eu un jeu vidéo qui est généralement ce que les gens connaissent en premier de l'univers Slender. Et donc dans ce jeu vidéo, je l'explique un petit peu, vous êtes dans la forêt, vous devez retrouver 8 notes dessinées dans des lieux, et au fur et à mesure des notes, une créature humanoïde vous poursuit et apparaît, et il faut fuir. Et si jamais il vous trouve, eh bien c'est la fin de la partie. Et donc, j'avais prévu de faire un court-métrage là-dessus, qui a finalement été annulé puisque... je sais plus pourquoi exactement. Enfin bref, il a été annulé. Peu importe. Et donc, nous allons tourner, bien évidemment, de nuit, en plein milieu d'une forêt assez inquiétante. Une forêt qui reviendra peut-être plus d'une fois dans ces histoires, tout simplement. Puisque c'est une forêt que j'apprécie tout particulièrement car elle n'est pas très entretenue en fait par l'ONF, c'est ça, ou les eaux et forêts, je sais plus, je confonds tout le temps. C'est peut-être la même chose d'ailleurs. Et en gros, il y a beaucoup d'arbres morts, beaucoup de lianes, beaucoup de petites herbes et beaucoup de petits arbres en fait qui poussent et qui vite fait meurent. Et bref, c'est le bordel dans cette forêt. Et il y a aussi une vie. On voit clairement qu'il y a des animaux. Et la nuit, c'est d'autant plus vrai. C'est-à-dire que la nuit, quand vous êtes là et que vous tendez l'oreille, vous entendez des bruits, des cris d'animaux. Et vous savez que vous n'êtes pas seul. Et donc nous faisons le tournage. Et il se passe un moment où je dois rester en fait à l'écart pour filmer en fait seul la forêt dans le noir. Donc je m'éloigne d'à peu près 500 mètres. Peut-être pas 500 mètres, si quand même assez loin parce que je devais absolument pas voir les gens du tournage qui avaient eu des lumières. Ils les ont baissées, mais du coup je me suis vraiment beaucoup éloigné. Et j'étais là avec mon kit de tournage en train de tourner. Et j'étais dans le silence absolu. Dans le noir absolu, éclairé seulement par mon écran, je tourne ma scène, je suis un petit peu pris dedans, donc c'est bien et tout, je tourne. Et là, je coupe. Et avant de repartir, je remets en fait en place le kit de tournage, l'appareil photo, etc. pour pas abîmer ça sur le chemin. Et pendant quelques secondes, je suis resté seul au milieu de la forêt
Il devait être 3 heures du matin, en automne, je crois. Et là, tous les bruits de la forêt, en fait, sont arrivés jusqu'à moi et je me suis rendu compte que j'étais seul, mais j'étais pas seul, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait donc un fourmillement dans cette forêt, c'était incroyable. C'est-à-dire que quand j'étais en train de faire mes trucs, je m'en rendais pas compte. Mais là, j'entendais peut-être autour de moi peut-être pas, si facilement une dizaine de sources de bruit différents. Dans les arbres, certainement des oiseaux. Au sol, des lapins peut-être, mais peut-être plus gros aussi, un peu plus loin. Qui sait, sanglier, cerf, chevreuil, je ne sais pas, renard peut-être, ça fait pas mal de bruit, un blaireau aussi. Et en fait, au début, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et très rapidement, mon cerveau m'a transmis en fait une sorte de détresse, genre instantanée, genre barre-toi d'ici, casse-toi. Et du coup, j'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis éclairé avec ce que j'ai pu. Je suis revenu jusqu'à mes amis, et puis on est parti en fait après, puisque c'était le dernier plan. Et ce genre de sentiment, en fait, c'était trop bizarre, parce que ça ne venait de rien. J'ai l'habitude d'être la nuit dans la forêt, j'ai pas très peur d'habitude, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une terrible peur, ça s'est emparé de moi, c'était vraiment... c'était viscéral, quoi, il fallait que je parte. Voilà. Deuxième histoire assez similaire. Pareil, tournage, et je me retrouve en fait dans un souterrain, très grand souterrain, que vous verrez certainement un jour ou l'autre dans un tournage, qui était d'ailleurs dans la bande-annonce d'Oxyde à l'époque. Et d'ailleurs, on a tourné Oxyde là-bas pendant une semaine. Et donc, durant cette semaine, à un moment, je me suis retrouvé tout seul, assez avancé dans le souterrain, parce que je cherchais un truc. Et en fait, c'est un immense souterrain qui fait quelque chose comme 60 hectares, je crois, de circonférence, je sais pas, enfin bref, il s'étale sur 60 hectares, voilà. Et quand vous êtes en plein milieu, vous êtes à, je sais pas, allez, 10 minutes de marche de la sortie, et il n'y a que votre lumière qui éclaire, et face à vous, il y a un immense couloir dont votre lumière n'arrive pas au bout. Et je peux vous dire que ma lumière est puissante, pour ceux qui l'ont déjà vu, on l'appelle le soleil, c'est pas pour rien. Et donc vous ne voyez pas le bout. Et derrière vous, il y a la même chose. À votre gauche, il y a la même chose. Et à votre droite, il y a la même chose. Et tout au long de ces couloirs, c'est en fait un quadrillage. Et donc il y a d'autres couloirs qui repartent comme ça. Et donc vous êtes là, et en fait il y a un sentiment de... C'est immense, hein. Ça fait 4 mètres de large, 4 mètres de haut. C'est... Bon, peut-être pas 4 mètres de haut, peut-être plutôt 3 mètres. Mais bon, bref, ça reste gigantesque. Et quand vous êtes dedans, vous êtes écrasé en fait par ça. Et le même sentiment viscéral. Alors que j'étais tout seul, et qu'on avait vécu une semaine dans ce souterrain, j'étais parfaitement habitué à ce souterrain. Mon corps, mon cerveau, m'a tout de suite dit: casse-toi, maintenant là, faut que tu te casses. Et cette fois-ci, ayant déjà vécu ça dans la forêt quelques années auparavant, je me suis dit, tiens, non, je vais rester un peu, quelle bonne idée. Et en fait, à ce moment-là, j'ai lutté, hein, parce que franchement, j'avais les chocottes, il faut le dire. Et à ce moment-là, en fait, tout ce que je voyais se déformait, entre guillemets. C'est-à-dire que je regardais dans le noir, et mon cerveau me donnait tout de suite l'idée de... Il y a quelque chose dans le noir, peut-être quelque chose qui se regarde. Et tout de suite, mais t'as pas regardé à droite. Hop, tu regardes à droite, et du coup, ouais, mais à gauche, il y avait pas un truc qui est vite passé. En plus, j'ai les cheveux longs, alors du coup, il y avait, vous savez, les cheveux qui passent, et la lumière qui éclaire différemment. Du coup, vous voyez des trucs, etc. Et on se met, je vais pas dire à halluciner, mais presque. C'est-à-dire que le moindre petit truc devient une source d'alerte, en fait. Vous entendez votre propre respiration et vous vous demandez, est-ce que c'était moi qui ai respiré? Vous entendez vos pas si vous bougez et vous dites, oui, mais il couvre peut-être d'autres pas. Et c'était, encore une fois, viscéral, c'est le terme, viscéral. Et donc, je suis fini par partir, mais pareil, en partant, j'ai pressé le pas et je regardais régulièrement derrière moi.
comme si quelque chose allait arriver, alors que, bon, c'est possible, hein. On a vu un loir qui était là-dedans, perdu au milieu de tout ça, donc c'est possible qu'il y ait une petite créature comme un loir, mais rien de terrible, bien évidemment, mais voilà, ce sentiment-là, ça m'était jamais arrivé. C'est vraiment un sentiment de détresse. Chose qui nous arrive rarement, j'espère en tout cas que ça vous arrive rarement, parce que c'est pas un sentiment très agréable. Mais ouais, ça m'est arrivé 2 fois comme ça, une fois dans la forêt, une fois dans un souterrain. Maintenant, on va prendre un cadre un petit peu moins, on va dire, isolé. J'étais assez jeune, je crois que j'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée, je crois. Et il y avait, à Charleville, peut-être que vous connaissez, les Forges Saint-Charles. Les Forges Saint-Charles, c'est une immense usine de métallurgie. Je ne sais plus ce qu'ils faisaient dedans. Enfin, c'était une forge, quoi. C'est un peu con ce que je dis. Et c'est abandonné depuis, franchement, toute ma vie. J'ai vécu quand même plus de 18 ans à Charleville, et toute ma vie, c'était abandonné. Et donc, un soir, on décide d'y aller. Alors, pour y aller, il faut passer au-dessus du mur. Donc, on escalade la porte. Et on y va. J'étais avec un ami et une fille. Et cet ami décide de ne pas y aller et de faire le guet. Donc il reste tranquillement dehors. Et on lui dit, bon bah t'appelles s'il y a quelqu'un. Et on rentre avec cette fille. Et on visite ces forges. Donc c'est vraiment immense. Donc on débute par en fait les bâtiments administratifs, qui sont des bâtiments assez, tout ce qui est le plus normaux, assez vides. On monte un petit peu, le sol est un petit peu craignos, donc on monte pas trop. Et on arrive finalement dans les forges. Et les forges, ça fait un immense hangar gigantesque. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, le plafond s'est écroulé. Et sur le sol, a poussé une véritable forêt. Et on se retrouve dans une sorte de cathédrale de métal. Il n'y a pas d'autre terme, c'est immense. Et on voit des grandes armatures de métal, des morceaux de métal qui tombent, etc. et qui font des ombres bizarres quand on éclaire avec nos lampes. Et en même temps, on parcourt cette forêt de petits arbres malingres. Et c'était vraiment étrange d'être là-dedans, mais c'est tout. À ce moment-là, on reçoit un coup de téléphone. Je regarde, temps de décrocher. Attention, il y a quelqu'un qui arrive, les flics ou je sais pas quoi. Du coup, on commence à courir, on arrive. Et là, on arrive devant la porte où on avait escaladé et on voit effectivement un gyrophare. Du coup, on commence à se cacher sur le côté. Le problème, c'est que la porte était cadenassée, mais la police a certainement les clés. Et donc, il va falloir réagir. Il va falloir quoi? On fuit ou bien on reste là? Qu'est-ce qui se passe? Si la police nous arrête, on est dans un lieu où on n'a pas le droit d'aller. Donc, peut-être qu'on va se faire arrêter. Et on est jeune, on n'a pas envie d'aller en prison. Et du coup, là, la peur commence à monter. Et il y a un côté presque stratégique de, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a plus que quelques secondes. Là, il s'approche, le gyrophare approche de plus en plus. Et c'est sûr, c'est là. Et comme il était de nuit, ils ne mettent pas la sirène, vous savez, de la nuit, mais du coup, voilà, c'était là. Et du coup, j'appelle mon pote en lui disant, qu'est-ce que c'est? Dis-nous, où est-ce qu'ils sont, quoi? Est-ce que tu les vois de là où t'étais? Il y avait un parking derrière, donc ils s'étaient cachés dans le parking. Et il fait, en fait, je crois que c'est bon, c'est les éboueurs. Et donc, on a eu la peur de notre vie, qui est une peur, on ne peut plus pratique, hein, c'est la peur d'être enfermé par la police. Alors que c'était simplement les éboueurs qui venaient et qui n'en ont absolument rien à foutre qu'on soit à l'intérieur ou pas. Mais du coup, voilà, ça c'était une peur plutôt... Voilà, c'est fini, heureusement. Mais ça fait peur, ça fait peur. Bon, ceux qui connaissent un petit peu Globtopus savent que je me suis fait arrêter récemment par une dizaine de gendarmes armés de fusils d'assaut en haut d'une montagne. Ça m'a pas fait peur, ça, par contre. Enfin, ça m'a fait peur. Si, ça m'a fait peur dans le sens qu'on se retourne et d'un coup, on voit 10 personnes armées qui me braquent. C'est un peu bizarre, mais je savais que je n'avais rien fait d'illégal et que ça allait vite se terminer et que, voilà, j'avais confiance, on va dire. Là, dans un lieu abandonné, quand j'étais ado, j'avais un peu plus la trouille. Mais bon. Enchaînons avec une histoire qui m'est arrivée très récemment. J'étais, comme on a mon habitude, apparemment, dans la forêt la nuit.
On allait tourner une scène pour le projet Fantastique, que vous verrez certainement en septembre. Et pour cette scène, on s'est enfoncé la nuit dans les bois, en plein milieu d'une forêt immense, pas loin, pour ceux qui connaissent, des faux de Verzy. Je vous conseille de chercher sur internet les faux de Verzy, c'est des arbres difformes. Et c'est très intéressant. Bref, on n'était pas loin de ça. En plein milieu de cette forêt, qui est immense, pas loin de 2 maisons. J'ai envie de dire des cabanes plus que des maisons perdues au milieu de la forêt, c'est assez inquiétant. Et on rentre de ce tournage, il est 4h du matin, il fait nuit totale, et malheureusement, nous sommes 4. Donc moi, Victor, Eric et Clément. Eric, Clément et Victor n'ont malheureusement pas de lampe. Je me retrouve du coup à diriger, entre guillemets, notre trajectoire, puisque eh bien, j'ai le soleil, comme vous connaissez bien. Donc j'éclaire, etc. Et on arrive à un croisement où Victor pense que nous devons aller tout droit, et moi je pense qu'on doit aller à droite. Il se trouve que j'avais tort, hein. Se dit en passant, il fallait aller tout droit, j'aurais dû écouter Victor. Mais du coup je leur dis, restez en arrière, je vais aller voir, comme j'ai l'éclairage, et restez en arrière. Je cours vers l'avant, et je me pose un moment pour regarder autour de moi, donc je suis à peu près à 100 mètres d'eux. J'éclaire, bon, à gauche, ouais, ça me dit rien, à droite, ouais, en face, et là, en face de moi, à 20 mètres, une silhouette. Cette silhouette fait une taille humaine, peut-être un petit peu plus petit qu'un humain. Je dirais, allez, un peu, petite taille humaine, on va dire, 1m60. 1m50 peut-être. Cette silhouette est en train de me regarder. Elle n'a pas de bras. Des jambes toutes fines, un torse vraiment bizarre. Un cou, pareil, vraiment, vraiment épais. Je vois pas vraiment son visage, mais par contre je remarque instantanément que ses yeux reflètent la lumière. Ses yeux brillent dans la nuit. Et je vois cette silhouette, et ce qui me marque, c'est instantanément ses yeux et le fait que je ne vois pas de bras et que ses jambes me semblent difformes. Et donc je reste figé pendant peut-être une, 2 secondes sans savoir ce que c'est, sans même pouvoir crier, car franchement je savais pas ce que j'avais face à moi alors qu'on était perdu dans cette forêt et que... Qu'est-ce que ça peut bien être? Et là, la silhouette passe de profil et dévoile 2 autres jambes et tout un corps, et ce n'était qu'une biche, une putain de biche qui était en fait tellement pile en face de moi que je ne voyais que ces 2 jambes avant, et j'ai pris ça pour une silhouette humaine, tout simplement parce que c'est ce que mon cerveau m'a transmis, mais c'était une putain de biche. Et du coup, j'ai eu vraiment... Mais ça m'a stoppé net. Je ne crois pas du tout au paranormal, vous le savez certainement. Mais là, à cet instant, je n'avais que ça en tête. Pour être franc, je n'avais que, je sais pas, un monstre, une créature de la nuit qui est face à moi, un extraterrestre. Hein. Je sais même pas ce que je voyais. J'ai même pas eu le temps d'imaginer, en fait. Ça s'est passé instantanément. Et vraiment, vraiment, ça m'a stoppé. Le terme, c'est stoppé. Il n'y avait pas de panique, il n'y avait même pas de peur, c'était juste bam, le temps s'arrête et ça y est, c'est fini quoi. C'était très inquiétant. On va changer un petit peu d'univers encore une fois. Nous revenions d'un tournage un soir avec Victor. Et ce tournage, je crois, oui, j'en suis sûr même, c'était préparation du projet Fantôme 1. Et donc... on revient en voiture, il est assez tard, peut-être 2-3 heures du mat. On revient en voiture, et en revenant, sur le bord de la route, il y a une voiture complètement arrêtée, des phares allumés, et un mec étrange. Je sais pas comment vous dire pourquoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais il était étrange dans sa démarche. Et il se met à avancer vers la route en tendant sa main, comme pour appeler de l'aide, ou je ne sais pas.
Et donc, on n'a pas le temps de réagir parce qu'on le voit au dernier moment, il n'y a pas de lumière autour, la voiture est éteinte, il y a juste, je crois, peut-être les warnings, mais on a juste vu une silhouette, quoi, et c'est le temps de passer, on voit ça. Du coup, on commence à se questionner, qu'est-ce que ça peut être? Et là, on voit, face à nous, 2 voitures, alors qu'on est sur une voie à 90, faire demi-tour. Alors qu'en face, il y a des camions, etc. Donc, 2 voitures faire demi-tour d'un coup. Du coup, on se dit, non, mais ça, c'est pas normal, il y a quelque chose. Et on regarde derrière, on voit qu'il y a une voiture qui s'arrête et qui repart direct. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, alors qu'il est 2h du matin, qu'on vient de passer toute la soirée à préparer un projet fantôme? Et du coup, on a dû faire demi-tour. Et la voiture était partie. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais cette scène, avec cette sorte d'urgence dans les gestes de cette personne, les voitures qui font demi-tour alors que c'est assez dangereux, cette voiture qui, comme nous, a ralenti puis accéléré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'était, je sais pas, des amis qui s'étaient perdus et puis il attendait, ou je ne sais pas, peut-être que c'était quelqu'un qui avait effectivement besoin d'aide et puis finalement ça s'est arrangé. Je n'en ai aucune idée, mais à ce moment-là, on avait vraiment l'impression avec Victor que quelque chose de bizarre était en train de se passer et qu'on ne savait pas quoi, mais qu'il fallait qu'on revienne pour voir. Et c'est toujours ça qui est intéressant, c'est que dans les films d'horreur, souvent on se moque des gens qui vont voir. On se dit, il est con, il va se faire tuer. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on n'a pas envie de savoir ce qu'il y a? Si vous entendez gratter à votre porte, vous voulez pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté? Et si, je sais pas moi, vous voyez une silhouette dans votre jardin, vous avez pas envie d'éclairer pour voir qui c'est? Moi si. Moi quand j'entends un bruit dans une grotte, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et justement, la première fois que j'ai visité la grotte du projet fantôme, en fait, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. J'étais avec une amie et on discutait de nos cauchemars. Je reviendrai plus tard dans une émission sur les cauchemars. Et toujours est-il que j'avais fait un cauchemar qui m'a fait penser à un souvenir, et ce souvenir était un vrai souvenir d'enfance d'une grotte. Et donc j'en parle à ma mère, et elle me dit « Mais oui, c'est telle grotte, à tel endroit, etc. » Du coup, on y va avec mon ami. Pas du tout préparé, soit dit en passant, on avait juste de petites lampes à la con. Et on va dans cette grotte. Et donc c'est la grotte du projet fantôme que vous avez vu, qu'on découvre pour la... Enfin, pas la première fois, vu que j'y étais allé quand j'étais petit, mais bon, je m'en souvenais plus. Et on s'enfonce dans ce souterrain sans savoir où on va. Et alors qu'on avance à un moment, dans ces souterrains, il faut savoir qu'il y a un silence absolu. Vous n'entendez que vos pas et vos voix, et tout s'étouffe très rapidement. Le son ne se répercute pas. On n'est pas dans une grotte, on est vraiment dans un souterrain, dans une carrière. Ça ne se répercute pas très loin, en fait. C'est très vite étouffé. Mais là, on entend clairement des bruits d'eau. Des bruits de splooch. Splitch, splitch, splitch. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, mais plus quelque chose, était en train d'avancer dans de l'eau et l'appelle l'eau. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un renard? Un chien? Un sanglier? On ne savait pas. On était dans le noir, et ces bruits étaient la seule chose qui nous empêchait d'avancer. Du coup, on s'arme de ce qu'on trouve, c'est-à-dire des grosses pierres, et on avance. Les bruits se font de plus en plus présents, et donc j'explique quand même à mon ami qu'il faut prendre, garder la pierre en main, pas l'acheter si jamais il y a une créature et qu'elle nous attaque. Bon, bien évidemment, pourquoi elle nous attaquerait, mais on ne sait jamais. On est quand même dans un souterrain, la peur est là, l'inquiétude est là. Et on arrive et finalement, ce qui fait du bruit se révèle à nous. C'était simplement une flaque, avec l'eau qui tombait. Mais, je ne sais pas pourquoi, les bruits d'eau se répercutaient super loin en fait. Et comme il y avait une immense flaque, il y avait plein de gouttes d'eau qui tombaient en continu. Donc on avait vraiment l'impression que quelque chose, même en étant à côté, ça donnait toujours cette impression auditive que quelque chose marchait dans l'eau. Donc une grosse peur pour rien, même si quelques mètres plus loin, on a fini par trouver un obus, ce qui est une autre forme de peur, dirons-nous. Et des araignées aussi, mais bon, ça passant.
c'était assez inquiétant. Maintenant, je vais revenir encore plus en arrière. Quand j'étais petit, j'étais tout petit. Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 12 ans. Hein. Peut-être même plus jeune, je crois. Je crois même pas que j'étais encore au collège. Donc c'est pour dire. Je vais faire une colonie qui consistait à faire une randonnée en fait dans la forêt d'Argonne. La très belle forêt d'Argonne. Et donc on dormait, pas à la belle étoile, puisqu'on avait des tentes, mais on dormait voilà dans la forêt quoi. Et un soir, alors qu'on dormait, on était 2 par tente. Je dors et je suis réveillé par des bruits. Alors il faut savoir qu'il y avait un orage, donc je suis réveillé par les bruits de pluie, mais j'entends clairement quelque chose qui se déplace. Je me dis que c'est donc un des moniteurs qui doit surveiller, etc. Mais rapidement, je me dis que c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de lampe du tout. Il n'y a que de temps en temps un éclair, mais c'est tout. Et j'entends clairement les bruits. Autour de moi, quelque chose se frotte contre la tente. Qu'est-ce que ça peut être? Et j'entends les bruits qui continuent, et finalement, j'arrive à m'endormir. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que franchement, ça m'arriverait à l'heure actuelle, je ne pourrais pas m'endormir. Mais je me suis endormi. Et en fait, il s'est révélé le lendemain qu'il y a eu plusieurs sangliers, parce qu'il y avait des marques partout. Il y a plusieurs sangliers qui sont passés entre les tentes. Et donc, ce que j'ai entendu, c'était les sangliers. Et donc, ça me fait peur, en fait, avec du recul. C'est-à-dire que ça m'a inquiété quand j'étais petit, mais je me suis quand même endormi. Ce qui est particulier. Alors que, à l'heure actuelle, je pense que j'entendrais ce genre de bruit, je pourrais pas dormir. Mais surtout, j'irais voir, ce qui aurait été, je pense, une très mauvaise idée, puisque ça aurait pu surprendre le sanglier qui aurait pu me charger. Je ne sais pas. J'ai jamais eu de confrontation, on va dire, directe avec un sanglier, j'en ai déjà vu de loin. Ils étaient très paisibles, mais je sais que ça peut être assez agressif. Je vais continuer, enfin, une autre situation qui m'a vraiment fait peur. Enfin, c'est la réalisation qui était assez étrange. En gros, il était assez tard et avant j'habitais près d'un parc, le parc Léo-Lagrange à Reims. Et donc je me balade la nuit avec un ou une amie, je me rappelle plus. Et on marche. Et c'était la nuit, mais on voit assez clair dans le parc. Parce qu'il y a les éclairages de la ville, etc. Et on marche, et à un moment, vite fait, je regarde, voilà, parmi les arbres en fait, des silhouettes d'arbres. Et je remarque une silhouette de quelqu'un. Vraiment quelqu'un. Du coup, je me dis, bon, c'est peut-être quelqu'un qui marche. Et finalement, en fait, il y a plus d'une silhouette. Il y en a pas mal. Genre, une dizaine. Certaines se déplacent, d'autres non. Et du coup, je commence à m'en inquiéter. Et j'en parle à mon ami en disant, mais t'as vu les silhouettes dans la forêt, là, dans les arbres? Et il fait, où ça? Et il fait, ah ouais! Et il voit aussi les silhouettes. Et donc on se demande, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils nous regardent? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, il se trouve que c'était un coin où, eh bien, des gays se rejoignent en fait et forniquaient joyeusement dans les bois. Et donc ça a été avéré effectivement quand on est revenu un jour où on a trouvé en fait effectivement plein de capotes et de paquets de capotes usagées dans cette forêt. Donc je vous déconseille de vous balader là-dedans, hein. Tout simplement parce que c'est dégueulasse de marcher là-dedans. Et donc voilà, ils forniquaient joyeusement, et donc ce qu'on a vu, c'est simplement des gens qui étaient en train de se faire surprendre, certainement. Et donc nous, enfin moi je suis myope et j'ai absolument pas vu ce qui se passait, j'ai juste vu ces silhouettes, mais voilà. Autre affaire tout aussi inquiétante. Je fais un voyage en Croatie. Alors la Croatie, très beau pays que je vous conseille, moins cher que la Corse et tout aussi beau. Toujours est-il que avec l'ami avec qui j'étais, nous restons un soir à Rijeka, ville portuaire assez glauque. Et donc on marche et on croise deux jeunes, bon voilà. Sauf que, étrange, une fois qu'on a croisé ces deux jeunes, dans cette rue un petit peu déserte, on voit qu'ils font demi-tour et se mettent à nous suivre. Bon, je glisse discrètement ça à mon ami, il fait bof. Et du coup, je lui dis, on change de trottoir, juste pour voir. On change de trottoir, il change de trottoir aussi. Bon, là, c'est un petit peu plus inquiétant.
Il y a un parc, on décide d'entrer dans le parc. Il rentre dans le parc. On décide, dans le parc, d'aller un peu n'importe où. De tourner d'un coup, de prendre des chemins pas logiques. Ils nous suivent à chaque fois. Donc là, c'est sûr. Ils nous suivent. Nous. Et on est dans une ville qu'on ne connaît pas, avec des gens qui ne parlent pas notre langue et qui ne parlent pas très bien anglais non plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on s'était pas perdu non plus, mais on était dans un parc qu'on ne connaissait pas. La nuit, c'est pas super inquiétant, c'est pas super rassurant, pardon, c'est assez inquiétant par contre. Donc, on décide de continuer notre chemin et alors qu'on avance, on voit un hôtel. Du coup, on se précipite un petit peu à l'hôtel et en rentrant dans l'hôtel, on voit que les deux mecs arrivent devant l'hôtel, regardent l'hôtel et s'assoient sur un banc juste devant l'hôtel. On rentre dans l'hôtel, on essaie d'expliquer vite fait au réceptionniste, et le réceptionniste nous répond get out. En gros, dégagez quoi. Donc on essaie de l'expliquer quand même, etc. Il fait I don't want to know, etc. Je veux pas savoir, dégagez. Donc on se retrouve jeté de cet hôtel, notre refuge, et obligé de sortir. Du coup, on est passé par les buissons de l'hôtel pour se barrer. Et donc là, on se croit un petit peu tiré d'affaire, les deux hommes étant toujours sur le banc assez loin. Et là, un mec sort de nulle part et vient et fait Hey, English, hey, you want drugs, you want ecstasy, you want. Et lui, il commence à vouloir nous vendre des drogues. C'était un dealer, il avait l'air un petit peu fou, il était édenté. Et du coup, on lui dit non, et il commence à poser sa main sur mon épaule en faisant Yes, you want it, hey, you want, what do you want? Donc, il commence à insister, hey, si tu veux, t'en veux, allez, dis-moi ce que tu veux, et tout. Donc là, on fait non, et tout. On va vers un flic, du coup, qu'on voit un peu au loin. On lui parle, il ne parle pas un mot d'anglais, pas un mot de français. Il appelle un de ses collègues, et du coup, on lui dit, ben voilà, nous, on est perdu un petit peu au milieu de nulle part. Et le problème, c'est que l'endroit où on dort, c'est la Croix-Rouge. Et la Croix-Rouge, c'est genre dans un quartier qui était craignos de jour, qui paraît pire la nuit, quoi. Et pire que l'endroit où on était là, qui était tout près du centre-ville. Et le mec au téléphone, il fait « Ah non, c'est pas grave. » Et on lui repasse, du coup, son collègue qui était avec nous. Et là, il se marre, et on comprend clairement dans son langage qu'il se fout de notre gueule, en fait. Donc à ce moment-là, on est reparti, la queue entre les jambes, en se disant bon, bah, peut-être qu'on va mourir là. Et donc on est finalement rentré, il nous est rien arrivé, mais c'est vrai que cette peur d'être au milieu d'un endroit totalement inconnu, où vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas être rassuré, et pire que tout, vous savez qu'il y a un certain danger, c'était abominable. C'est vraiment, là c'est pour le coup, c'est une vraie peur, mais une peur... une réelle peur que ça se finisse très très mal. Et c'était super inquiétant. Vraiment, j'ai vraiment pas envie que ça se repasse un jour dans ma vie. Donc voilà. Et je vais terminer, bien évidemment, par une histoire que certains d'entre vous connaissent peut-être. Mais bon, tant pis, ça reste la plus grande peur de ma vie. Je suis donc pour une soirée entre amis, un tournage. Nous sommes au lycée, hein, et donc je vais donc chez une amie qui habite à Bogny-sur-Meuse, hein, pour ceux qui connaissent, dans les Ardennes. Donc un petit patelin un peu paumé au milieu de la forêt, de la vallée, comme ça s'appelle. Et donc, cette amie a une maison au milieu d'un terrain qui est situé au milieu d'une forêt. Il y a donc une grande forêt, un petit étang, et à côté de ce petit étang, la maison. La maison, en fait, est toute petite cabane, j'ai presque envie de dire. Il y a 2 étages, donc le rez-de-chaussée et les dessous de toit, en fait. Et donc, c'est pas très grand, ça doit faire, je sais pas, l'étage du bas doit faire peut-être 20 mètres carrés. Sauf que tous les murs, sauf un, sont composés d'immenses baies vitrées. Et ensuite, vous montez par un petit escalier en colimaçon qui amène donc au grenier, je vais dire, hein, et c'est là où on dormait. Et donc c'est super inquiétant la nuit, car vous voyez assez peu loin, mais comme vous êtes éclairé, vous savez que n'importe quoi ou n'importe qui
dans la forêt vous voit. Vous êtes un putain de phare dans cette forêt. Pour avoir fait des parties de cache-cache la nuit dans sa forêt, vous voyez très très bien la maison et depuis très loin. Donc moi ça me rassurait pas, mais bon. On raconte quelques histoires qui font peur, et je vous ferai référence à l'épisode précédent. Et puis finalement on va se coucher. Et évidemment, comme à chaque fois, je suis le dernier endormi parce que je sais pas, j'ai du mal à m'endormir, voilà. Et donc le sommeil commence à me venir et j'entends tout d'un coup un bruit en bas. Oh, c'est rien, ça doit être, je sais pas, quelque chose qui est tombé ou qui sait, ça arrive souvent, des trucs, le bruit qui craque et un deuxième bruit. Ok, 2 bruits à la suite comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais ok, un 3e bruit, et là cette fois-ci c'était beaucoup plus proche, c'est certainement dans les escaliers. Un 4e bruit, un 5e bruit, 6e, oula, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'essaie de réveiller mes potes. Oh putain, il y a quelque chose qui arrive. Il est en train de monter les escaliers, je ne peux plus rien faire, mon Dieu, il est juste là, il arrive et là, un bruissement d'ailes. Et en fait, cette forêt comprend des tas de hérons. Et ce qui s'est passé, ce que j'ai entendu, c'était un connard de héron qui était sur le toit. Et ses pattes, en fait, tapaient sur le toit et résonnaient dans le bois, ce qui me donnait l'impression que le bruit venait d'en bas et des escaliers, alors qu'en fait, il était en train de marcher sur le toit, et la précipitation dans les pas, dans les escaliers que je croyais entendre, était en fait l'envol du héron qui prend un petit peu l'élan et qui s'envole. Sincèrement, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui montait ces escaliers, et quand vous êtes au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, que vos amis dorment, et j'ai essayé de les secouer, hein, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ils dorment, vous ne pouvez pas les réveiller, personne ne pourra, et vous êtes seul face à la chose, à la personne qui monte ces escaliers. Rien qu'en y pensant. Heureusement que c'était un connard de héron, mais c'est vraiment, je pense, la plus grande peur que j'ai jamais eue, et c'était un connard de héron, donc tout va bien. Donc voilà, c'est un petit résumé de toutes les grandes peurs que j'ai eues. Oh, vous allez me dire que c'est pas grand chose, et c'est vrai, ce n'est pas grand chose, mais c'est les miennes, c'est mes peurs, mes plus grandes peurs. Alors oui, je n'ai jamais rien vu de paranormal, je n'ai rien vécu de paranormal, c'est peut-être pour ça que je n'y crois absolument pas. Et l'un entraînant l'autre, j'ai envie de dire, hein. On n'y croit pas, du coup on ne le voit pas, et comme on ne le voit pas, on n'y croit pas. Et j'espère que vous avez des histoires tout aussi croustillantes, voire plus croustillantes. Qui sait? Je sais que beaucoup de gens ont vécu des choses un petit peu particulières des fois, et j'ai bien envie de lire ça dans les commentaires, et qui sait, peut-être les partager lors d'un prochain épisode. Pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez une idée. Je sais que quelqu'un a proposé par exemple les creepypastas, donc on fera quelque chose sur les creepypastas, peut-être que j'en lirai une même. J'ai aussi lu comme idée la culture japonaise, et donc les choses qui font peur chez les Japonais. Apparemment il y aurait une histoire de PQ maudit, ça promet. Et bien évidemment, si vous avez des scènes d'un film ou un film en particulier qui vous intéresserait que je traite, j'essaierai de le faire. Donc voilà, la prochaine fois, eh bien, je ferai je ne sais pas encore quel thème. Encore une fois, je me laisse assez libre puisque je veux que... J'ai pas envie de trop préparer cette émission. Je pense que c'est bien qu'elle soit organique et qu'elle se fasse au fur et à mesure. Plutôt que de bien préparer un petit plan et de le lire. Je trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine fois au coin du feu. En attendant, eh bien, partagez-moi vos histoires. À bientôt et bonne nuit.